Alors moi je voulais partir de 2010, c'était la première Ludovia, mais surtout l'iPad qui pour moi était le premier outil suffisamment souple pour s'intégrer au système classe et véritablement être utilisable, notamment aussi en raison de son autonomie, qui fait que le retournait directement sur la table quand on a fini avec et qu'il ne mettait pas un écran entre les élèves et le professeur. Je suis parti, moi, dans mon expérience de formation professionnelle, j'étais apprenti, et entre 1979 et 1982, où je travaillais, au début, il n'y avait pas d'ordinateur, après 3 ans, il n'y avait pas un seul endroit où il y avait un ordinateur, et je pensais que c'était le temps pour l'école de s'y consacrer. 35 ans après, on ne peut pas tout à fait dire que c'est le cas. Il y a beaucoup, alors reprend Edison, mais c'est surtout les technoprophètes. Il y a beaucoup de technoprophètes par rapport à l'éducation et aux technologies. Et puis aussi cette idée qu'on va avoir un outil, on va projeter, et puis comme par miracle, eh ben, ça va entrer dans la tête de l'élève, et puis ils vont savoir. Automatiquement, ils auront vu le film, puis c'est bon. Ils savent. Et ça ne se passe pas comme ça. Les technologies scolaires, elles sont assez longues. Il y en a quelques-unes qui ont réussi. Il ne faut pas oublier qu'une des technologies scolaires qui a le plus de succès, c'est le tableau noir. Les débuts, c'est 1852, début du 19e siècle. C'est encore là. On peut citer une autre qui est une technologie scolaire qui a eu beaucoup de succès, c'est le manuel scolaire, pour sa souplesse, etc. Par contre, de l'autre côté, on voit que l'école, en fait, en termes de structure, depuis 1900, elle a très très peu changé. Ce qui a changé, c'est que les tables étaient vissées au sol au début du XXe siècle. La principale innovation au niveau de la classe, c'est le fait que les bureaux sont devenus mobiles. Voilà la principale innovation. L'autre chose, ceux qui veulent promouvoir les technologies, il y a deux publics. Il y a ceux qui veulent utiliser les technologies pour changer la pédagogie, et puis ceux qui aimeraient utiliser la pédagogie management pour supprimer les profs. Et puis l'alliance de ces deux est assez terrible, mais ça fait fuir les profs par rapport à l'utilisation des technologies. Il y a eu, c'est pas seulement l'intelligence artificielle qui a pensé qu'avec les machines, on allait pouvoir faire que du jour au lendemain, c'est bon, aller trouver toutes les solutions pour apprendre aux élèves. Et puis c'est évidemment Skinner. Et puis ici, c'est en 1965, c'est bon, les machines vont nous permettre de faire l'école. Et puis il y a ce fameux dessin qui est, on met le truc sur le nouveau cerveau des élèves et puis ils vont apprendre. Par rapport au sujet qu'est l'intelligence artificielle, je vous recommande une lecture, c'est celle de Jean-Claude Eudin, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais qui n'est pas un technoprophète, et puis qui montre que ça fait longtemps qu'on parle de cette question d'intelligence artificielle sans que ça réussisse forcément. Il y a peut-être un gap quand même, c'est le fait de la question écologique. Depuis aussi les intelligences artificielles, les fake news, les fake news doivent beaucoup à l'intelligence artificielle, au big data. Et c'est probablement par rapport à toutes les prédictions, celles qu'on n'a pas forcément attendues, mais celle qui est forcément le plus grand enjeu qu'on a par rapport à l'éducation, beaucoup plus qu'elles nous permettent d'apprendre et de savoir avec elles. Après, je crois qu'en réaction, il reste toujours ce projet de Dewey qui est démocratie et éducation. Ça reste un enjeu central pour nous et pour moi en tant qu'enseignant. Et puis, on est dans le thème aussi qui est ici l'empowerment de nos élèves, la capacité de s'émanciper, d'être autonome. Alors, on peut penser avec certains qu'il faut hacker l'école, c'est-à-dire qu'il faut quelque part que l'école apprenne à nos élèves à aller dans le sens d'une désobéissance civile par rapport à ce qui se passe, et cette dictature qu'on peut avoir aussi des big data ou de l'intelligence artificielle ou du Trumpiste ambiant. Et à partir de là, il faut passer d'une école qui était basée sur le lire et écrire à celle qui va dépasser ça pour apprendre à réécrire, pour apprendre que nos élèves créent, pour qu'ils se mettent à produire et non plus simplement à consommer et à ingurgiter ce qui est fait en classe. Par rapport à ça, il y a aussi toute la question aussi de rendre cette culture libre, accessible, et tout ce qui est le moment de la culture libre ou de l'open source ou du Creative Commons pour faire que notre savoir, ce que nous produisons, ce que nous faisons, il doit être mis au service de l'ensemble de la communauté et pas seulement à notre simple profit de chercheur. Et là, on va dans des techniques qui sont ce qu'on appelle la culture du remix, qui est la culture YouTube, où on prend des éléments, on décompose, on recrée quelque chose de nouveau, on redistribue, on refait, et c'est ce qu'on doit inciter nos élèves à faire, c'est-à-dire non pas aller consommer des vidéos sur YouTube, mais en produire pour les diffuser sur YouTube et pour diffuser le savoir et la connaissance. Le plus grand enjeu de l'école, plus encore que les technologies, parce que l'école n'a jamais été faite pour ça, c'est tout ce qui tourne autour de la créativité. Et la créativité, c'est le cœur, c'est le plus grand enjeu aujourd'hui de l'école, plus que les technologies, c'est de passer d'un système qui n'est pas du tout créatif
dans toutes les disciplines à ce qu'elles deviennent créatives. Et par rapport à ça, alors à ce moment-là, les outils vont être intéressants, ils vont nous permettre de les utiliser de manière collective pour créer tous ensemble du savoir et qu'il soit au bénéfice de tout le monde. Voilà, je laisse regarder l'image, j'ai un petit peu d'avance sur le temps. Et je suis surtout là pour remplacer Eric Chancel, qui était un peu... L'autre enjeu, c'est un mouvement qui est là aux États-Unis aussi, qui est faire en sorte que les gens puissent avoir la décentralisation du web, revenir à la décentralisation du web, et que chacun, dans le fond, soit capable de se créer un nom de domaine, de pouvoir héberger ses propres données, de pouvoir produire ses propres savoirs pour être autonome par rapport à ça. L'autre élément qui me tient à cœur, quelque part, c'est ce qu'on appelle ici, c'est beaucoup connu maintenant dans le domaine des bibliothèques, c'est ce qu'on appelle la philosophie du tiers-lieu. C'est-à-dire que les bibliothèques, comme l'école, redeviennent un lieu où c'est la place publique, où on est là pour échanger, pour vivre, pour consommer ensemble, pour boire ensemble autour d'un café. Et voilà ce que ça peut donner en termes d'éducation par rapport à ça, une école tiers-lieu, qui vient par rapport à ça, c'est une école au Danemark, en Norvège, où on a ces espaces de vie, et c'est là dans lesquels on trouvera les Fab Labs, notamment, qui sont là tout le temps, aussi pour, à certains moments, pour créer un certain nombre de choses. Et puis on arrive après avec cet élément, c'est le dernier, je crois, avec cette ensemble de devenir des incubateurs pour que les élèves s'émancipent, deviennent autonomes, et que notre société profite autant de leur savoir que nous avons à leur en apporter. Voilà. C'est beau.